Bienvenue sur Soliditors, le podcast qui décrypte la sécurité Web3. Eh bien, salut Zicture, est-ce que tu pourrais te présenter pour les très rares auditeurs qui ne te connaîtraient pas, ceux qui n'ont pas Internet et pas Twitter? Ouais, pas de souci. Bon, déjà, merci pour l'accueil, sur le podcast Soliditors. J'avoue qu'il y a quelques mois, je pensais pas finir, ici aussi rapidement. Donc moi, c'est Zictour, mon vrai prénom, c'est Madigan. Heu, je j'ai fini mes études en cybersécurité classique il y a 1 an tout juste, c'était septembre l'an dernier. Depuis, je suis passé par, une boîte qui s'appelle Quarks Lab, où je suis passé auditeur Web3. Mais ça me suffisait pas et donc je me suis lancé en indépendant depuis le début de l'année à peu près et ça marche plutôt bien. Ça marche effectivement plutôt très bien. Pour en revenir sur tes études, parce que il y a assez peu de profils qui viennent d'un parcours académique en cybersécu. Il y a beaucoup de software engineers, mais j'en connais assez peu qui ont un parcours académique spécialisé là-dedans. Concrètement, c'était quoi tes études? T'as étudié quoi comme sujet? Alors j'ai commencé par un DUT réseau et télécom, et en fait j'ai choisi DUT réseau et télécom parce que je voulais rentrer, dans l'école qui s'appelle l'NCBS, donc c'est à Vannes et c'est une école, d'ingénieurs sur 3 ans qui est vraiment spécialisée en cyber. Et en fait, ces 3 années sont en apprentissage, donc il fallait, les entreprises aiment bien avoir des profils qui ont déjà un peu d'expérience. Donc le DUT, c'était vraiment bien pour ça et ils recrutaient, à l'époque où j'avais fait les portes ouvertes, environ 90 de DUT dans l'école d'ingénieur. DUT, c'est bac+1, bac+3, c'est ça? Alors maintenant ça a changé, ouais, mais à l'époque c'était, bac+1, bac+2. OK. Donc c'était en 2 ans, c'était, diplôme universitaire, technologique. C'est l'équivalent du BTS, mais avec un peu plus de théorie, on va dire. OK. Donc j'ai fait ça en réseau et télécom. J'ai fait du coup ma deuxième année de DUT en apprentissage, parce qu'avant ça, j'avais des petits jobs étudiants, mais c'était chiant donc je préférais, travailler pour, gagner ma croûte, on va dire, avec le sujet qui m'intéresse, donc qui reste l'informatique, au général. Et après, donc j'ai été pris à l'NCBS, j'ai fait mes 3 ans là-bas où je me suis vraiment bien amusé, où j'ai touché à l'informatique, ouais, vraiment la cybersécurité pour le coup, en général, surtout, que ce soit de l'IoT, donc IoT, c'est tout ce qui est objets connectés, du Windows, du Linux, de tout, de tout. Et à la sur ma dernière année, je m'intéressais de plus en plus au Web3. J'ai fait un projet, école avec, des amis qui s'appelait, la PQB, la Post Quantum Blockchain. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, la blockchain NIR, donc un nœud de blockchain NIR et on est venu mettre dedans changer l'algorithme, de signature, cryptographique, donc qui est EDDSA de base. Je dis des bêtises parce que même, NIR supporte EDDSA et SECP 256K. Et nous, on est venu rajouter un troisième algorithme qui s'appelle Falcon. Heu, D'ailleurs, il y a des Français qui l'ont fait et il a été approuvé par le NIST. Le NIST qui est un organisme américain de standardisation. Donc on a fait ce nœud-là, NIR qui tournait, donc on avait une blockchain qui n'était pas NIR, mais qui était un dérivé de NIR, où on pouvait passer des transactions post-quantiques, heu et voilà, c'était assez drôle et donc j'ai continué dans la foulée, heu, à m'intéresser au Web3. J'ai suivi la formation de Rare Skills, sur Solidity, ce qui à l'époque était un petit investissement quand même parce que 6 000 $ quand tu es étudiant, ça fait mal. Mais par la suite, j'étais content d'avoir suivi Ça cette a été bien formation, ça rentabilisé, quoi. ouais, c'est ça m'a bien servi. Et pour revenir à ton école, ça m'intéresse d'ailleurs, tu as fait une école ingé spécialisée en cyber. C'est quoi la vision sur le Web3 qu'avaient tes camarades de classe? Bah, c'est connu, les gens en parlent, c'est un scam. Alors on avait un Discord de promo où c'était vraiment, spéculation: «Ouais, le bitcoin monte, faut acheter, faut vendre», mais sinon le côté technologique derrière, heu, personne n'en parlait, très peu.
Il y avait Et quelques petits aujourd'hui? challenges qui arrivaient, par-ci par-là de Solidity, des CTF, mais c'était pas non plus, c'était vraiment le truc que tout le monde évitait, quoi. Et tu connais d'autres, alumni de ta promo ou de ton école qui, font la même chose que toi aujourd'hui? Tu es vraiment le seul Heu, à ta connaissance? Bah, du coup, on parlait, de certains auditeurs, par exemple Mike B et MK, ils sont tous les 2 à l'NCBS, donc je pense qu'ils vont nous écouter, ouais, je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres écoles qui forcément sont intéressés par le Web3, quoi. Mais on est encore sur, un marché et une industrie de niche, quoi. Clairement, même dans les Effectivement. industries de cybersécu, même dans les écoles de cybersécu, c'est encore, assez peu répandu. Et pour revenir à, ton premier pas dans le Web3, donc tu étais en cybersécu, forcément tu avais une appétence pour, découvrir ce domaine-là, mais comment tu en as entendu parler la première fois? Bah, alors le côté spéculatif, j'étais là assez tôt. Relativement tôt, 2017-2018, je commençais à jouer un petit peu, à acheter de l'Ether et tout ça, mais vraiment rien de très technique. Et puis, c'était en 2022 où j'entendais parler sur Twitter des flash loan attack. Il y en avait toutes les semaines, voire tous les jours, et j'avais fait quelques tests sur enfin, je crois que c'était sur, Avalanche, si je me rappelle pas, sur, le testnet Avalanche. Heu Puis après ça, j'ai coupé, j'ai pas continué en fait à faire des recherches et j'y suis revenu plus tard, quasiment 1 an plus tard. Donc ouais, ça c'était vraiment le premier point technique, c'était les flash loan attack, que je voyais passer partout. Et du coup, suite à ton diplôme, tu as transitionné directement vers Quarkslab, si, j'écorche pas le nom, qui est donc une société de conseil française, spécialisée dans la cybersécu. C'est bien ça? Société de conseil, je sais pas si on peut vraiment dire ça, c'est pas comme les ESN, donc les entreprises qui apportent un service d'analyse de risque et tout ça, Quarkslab, c'est vraiment: on prend votre code, on va le casser et on va vous le rendre. Heu, Donc un cabinet d'audit, on pourrait dire. ouais, vraiment, ouais, on peut dire ça. C'est un équivalent de Trail of Bits, on va dire. Ça casse du Windows, ça casse, de l'IoT, ça casse un peu de tout vraiment, du coup, ils avaient à l'époque, il y a 2-3 ans, beaucoup de contrats avec Polkadot, de l'audit, de Rust, parce que c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de monde qui faisait du Rust à l'époque. Heu Clairement pas. et donc c'est en partie pour ça qu'ils m'avaient recruté, hem, quand j'ai fini mes études. Ah donc tu les as rejoints directement avec, l'ambition de faire du Web3 chez eux? Et effectivement, ouais. D'accord, je pensais que tu avais fait une transition depuis Web2, à Web3 chez eux, mais non, tu les as rejoints directement pour ça. Ouais, bah, du coup, j'avais fait, valoir l'expérience que j'avais avec, mon projet école et la formation Rare Skills que j'avais, pour rentrer là-bas. Et alors comment ça se passe, chez Quarksav ou en règle générale dans un cabinet d'audit, on va dire, français? Parce qu'il y en a peu, je me demande même si c'est pas le seul d'ailleurs. Tu faisais quoi au quotidien? Comment ça se déroulait une mission chez Quarksav? Heu, alors on a des project managers et disons que les personnes techniques s'occupent vraiment que de la technique. Donc ça peut être un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres. Hem, mais sinon, ouais, c'était casser du code toute la journée, donc on était vraiment assez libre, beaucoup de télétravail, ce qui est pour la qualité de vie vraiment bien. Et après moi j'étais amené à travailler, parfois seul, parfois en équipe. J'ai pas fait que du Web3 là-bas. Ils m'avaient aussi recruté parce que je sortais d'une école en cyber et j'étais pas je savais faire autre chose que du Web3, quoi. Et sinon une journée normale, je pouvais aller au bureau ou non, ça dépendait de mon envie, on va dire. Heu et après, on avait des réunions de suivi, basiquement en fait, juste pour savoir, comment les travaux avancent. Et tu as une idée du nombre d'audits que tu as pu faire, environ, à la louche sur, ton année en tout chez Quarksav? Alors j'avais beaucoup de petits audits, de Ledger App, donc c'est les applications qui vont sur les ledgers. Donc là, c'est plutôt du Web2 pour le coup, en termes C'est de plutôt du lait. techno. Ouais, oui, c'est plutôt du web 2 parce que c'est de la crypto sur, vraiment les clés, qui sont c'est de l'IoT,
hem, mais ça reste En termes de relié au langage, web c'était 3 quand même. du C++, je crois. C'est ça. On a OK, C++ C++ ouais, et il y avait un petit peu de Rust aussi. OK. Donc Mais ça, c'est plutôt des petits audits, quoi, de quelques jours, quelques heures? que quelques jours. On descendait pas en dessous de 2 jours en général. Heu et bon, c'était pas les missions les plus intéressantes, bien sûr. Après en fait, ParkSab avait un partenariat avec, Stellar, donc j'ai pu faire des audits sur, la plateforme de smart contract de Stellar qui s'appelle Soroban. Heu, OK. donc c'est des smart contracts, en Rust. Et j'ai fait une autre, grosse mission, sur, Kuxa. Donc, Kuxa qui est un framework automobile pour, récupérer les données dans une voiture et les les pousser dans un cloud. Et en fait, vu que c'était écrit en Rust et que je me débrouillais pas trop mal en Rust, j'ai été amené à travailler sur cette mission qui a été, Tu quoi une grosse mission? c'était alors il faudrait que je retrouve les jours, mais c'était plus d'une trentaine de jours quoi, voire peut-être OK, même un peu. ouais. Ouais, plus que ça. Et là, c'était du full web pour le coup. Et c'était du full web 2 L'automobile, effectivement, il y rien à avait voir avec, aucun web 3. Mais on retrouve dans les implémentations de nœuds, des blockchains, Rust et tout ça, enfin qui sont écrits en Rust, les mêmes technologies que dans le web 2. C'est-à-dire qu'on va avoir, bah, ta transaction quand tu l'envoies, ça va potentiellement passer sur du HTTP, OK. et après ça va être traité par le nœud. Donc là, c'était un peu la même chose, on envoyait des messages, via du HTTP et c'était traité par un serveur, mais dans le monde du web 3, on appelle ça un nœud. À la fin, si ça crache, le résultat est le même, ça crache, On essaye d'éviter en général. Bon. qu'on essaye d'éviter. OK, et une petite année donc, chez Quarkslab, comment s'est faite ta transition vers, notre, western qui est le Web3 et les concours, d'audit public? Alors ça m'intéressait, je m'y suis intéressé de plus en plus et je pense que j'aime être challengé et pour le coup, il y a pas plus challengeant qu'une compétition, je pense. Surtout quand tu es le rookie, tu rien à perdre, tu arrives, il faut juste, battre les meilleurs. Bah, si tu es nul, tu rien perdu à part du temps, et si tu es bon, bah, du coup, tu as tout gagné. Donc ça, c'était vraiment, ouais, ce début d'année-là, où pour ça que j'ai pu percer un petit peu. J'étais vraiment le petit nouveau et je me débrouillais pas trop mal donc après tu montes assez vite quand tu arrives à faire tes preuves et que tu faire tes preuves, enfin, montrer une fois que tu sais faire un bon audit, un bon résultat, c'est bien, mais réitérer, ces bons résultats sur, plusieurs audits, c'est vraiment ce qui apporte les contacts et après, de plus en plus d'opportunités, en fait. Alors on va en revenir, très en détail sur comment tu as fait justement pour réitérer à chaque fois et pour performer autant. Mais pour revenir sur la timeline, je vois, bah, un grand merci à Sherlock pour avoir, agrégé, tous les profils. Ton tout 1er audit, c'était Sparken sur Codo, du coup en août 2023. Oh oui, c'était pas Hem glorieux ça, hein? et effectivement, à 5,30 €, 5,30 $, pardon. Et après tu en as fait un en novembre-décembre, donc il y a eu une grosse pause au milieu et après, tu t'es mis à fond comme tu le disais à partir de janvier 2024. Heu, Tu peux revenir sur cette période-là, du premier contest, la pause qui s'en est suivie et puis, qu'est-ce qui t'a décidé en janvier à te mettre à 100 % là-dedans? Alors je pense que bon, il y avait le lancement de la plateforme Cantina qui arrivait, pile au même moment. Ils étaient nouveaux, j'étais nouveau, donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas participer sur cette plateforme-là?» J'ai commencé, il me semble, par Superform sur Cantina. Heu, Superform, pas super résultat pour le coup, ça devait être 250 et c'était un bug, pouvais pas le louper quoi, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Hem et ouais, en fait, je pense que c'est cet audit où là, je m'étais donné quand même, je m'étais, presque donné à fond et quand j'ai vu que j'avais trouvé un seul bug qui était facile et qu'il y avait je sais pas combien de bugs qui avaient été trouvés, là, j'ai pris une petite claque et je me suis dit que c'était inacceptable d'avoir un niveau, aussi bancal et ouais, du coup, c'est là où je me suis dit, «Je suis nul, OK, c'est mon constat de base, maintenant je vais devenir bon».
Aussi simple que OK, ça. alors ça, c'est facile à dire, compliqué à faire parce que je pense qu'on s'y est tous dit à un moment, mais peu, peuvent s'étonner d'avoir eu la perf que tu as fait récemment après cette première claque que tu as pris sur, Superform. Concrètement, comment tu as fait? On est tous passés par là, on a manifestement pas tous les mêmes résultats. Comment toi tu as fait pour passer de, «Je suis nul», alors, bon, je suis nul, je mets des gros guillemets là-dessus, mais je te cite, à, «Je suis 2e du leaderboard, Cantina, chez Spearbeat en SR» et j'en passe sur tout ton pédigré que tu as pu accomplir depuis, ces 18 derniers mois? Alors déjà un premier point, c'est que, bon, je suis nul parce que en partie j'ai pas d'expérience, dans ce domaine. Ça, c'est une évidence. Hem, donc ce que je peux faire, c'est essayer de mettre en place une méthodologie pour venir, pallier à ce manque d'expérience. Pour que si pour que déjà j'acquière l'expérience, plus vite, pour que tout le travail que je fais, même s'il est de mauvaise qualité, à la fin, il me serve quand même et que j'en tire le meilleur. Donc ça, c'est vraiment la partie méthodologie et après, bon, bah, il y a des fois, il faut partir au charbon et on va travailler, je sais pas combien d'heures dans la journée et il faut travailler beaucoup, mais il faut aussi travailler intelligemment. Faire soit l'un, soit l'autre, je pense que ça montre vite ses limites. Par contre, vous si vous travaillez beaucoup et que vous travaillez aussi intelligemment, c'est là où potentiellement vous pouvez bien performer. Donc, par travailler intelligemment, ce que j'entends, c'est mettre en place une méthodo pour, vraiment réussir à performer, quoi. Et c'est là où, j'avais un attrait tout particulier pour cette discussion aujourd'hui parce que ceux qui ont suivi les précédents podcasts, la partie méthodo, process, système, c'est un truc qui me passionne beaucoup. J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup, beaucoup, beaucoup des principaux SR et meilleurs top performers, de notre, industrie. Très, très, très peu, on va dire aucun, ont un système comme le tien. Hem, donc est-ce que tu peux nous décrire déjà comment tu as mis le système en place? Est-ce que tu es parti d'une méthodologie Web 2 que tu connaissais? Est-ce que vraiment c'était from scratch, tu t'es dit, de manière logique, je dirais, comment est-ce qu'il faut que je mette ça en place? Et même pourquoi pas de manière plus concrète, faisons un use case. Demain, tu commences un nouvel audit, qu'est-ce que tu fais? Alors, ce que je ferais aujourd'hui n'est pas la même chose que ce que je faisais il y a 3 mois et ce que je faisais il y a 6 mois. Donc, heu, En résumé, qu'est-ce que tu faisais il y a 3 mois et 6 mois? Après, on va évidemment plus se concentrer sur ce que tu fais aujourd'hui, parce que si tu le fais aujourd'hui, c'est probablement que tu as identifié que c'était la meilleure chose à faire après, ces 6 mois. Mais pour, les débutants ou pour ceux qui en sont encore aux lectures d'il y a 3 et 6 mois, tu faisais quoi il y a 3 et 6 mois? alors je pense que la première chose à faire, c'est faites un audit. Arrêtez de chercher sur Solaudit ou d'essayer de comprendre des rapports et tout ça, je pense que ça montre vite ses limites et on n'est pas assez pris dans le truc, tout simplement. Si on lit un rapport d'un audit qu'on n'a pas fait, qu'on essaye de comprendre les bugs, mais alors qu'on n'a pas compris l'architecture qui est autour, comment le code fonctionne, je trouve ça pas approprié. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, du coup, je me suis lancé à fond dans un audit, donc Superform. Bon, j'ai pris ma claque et après, je suis allé voir, quelles vulnérabilités j'avais loupées. Je les ai comprises. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de monde qui fait ça pour le coup, d'essayer de les comprendre et là, le «secret» entre guillemets, c'est de une fois qu'on a compris ces ces erreurs, donc qu'est-ce qu'on a loupé? On va se poser la question de: «Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne plus le louper?» Donc ça peut être, sa propre checklist. Pour moi, c'est plutôt un template d'audit où je sais que je vais avoir, telle chose à faire, il y a des fois, c'est pas approprié, mais c'est pas grave, je les enlèverai au moment T. Donc en fait, c'est cette itération où j'ai loupé, je comprends ce que j'ai loupé, j'ajoute, je trouve pourquoi j'ai loupé et donc cette cause du le pourquoi, je vais venir trouver un comment je peux ne plus la louper et en fait, ouais, ça devient un cercle vertueux et à la fin, on loupe, plus grand chose. Ouais, c'est un conseil que, ou plutôt un feedback que m'a donné aussi, Dead Rose, XYZ,
qui était assez similaire, c'est, tu charbonnes, tu enchaînes les contests, tu rates, 99% des bugs, après 95, après 90, après, 70, 60, 40 et puis à la fin tu joues plus rien, quoi. Heu et 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 ce process du coup que tu as lancé il y a 3 mois, enfin il y a 9 mois, quelque chose comme ça, tu as itéré. Comment il a changé au fil des 8 mois jusqu'à aujourd'hui? Heu, alors, au tout départ, je faisais des drawings, donc des dessins qui étaient très détaillés avec, je copiais des fois des morceaux de code dans mon drawing, heu et en fait, j'avais besoin d'une visualisation pour voir, comment la code base se comporte, quelle fonction touche à quelle variable, heu, pour savoir, des fois, on a certaines, fonctions qui vont écrire sur la même variable. Donc tout ça, en fait, j'avais besoin d'une visualisation, et les drawings, c'était une bonne manière de le faire. Je pense que ça aide pas mal quand on n'a pas d'expérience et qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Heu, donc ouais, il y a vraiment cette partie drawing. Il y a aussi une partie, dans mon process d'audit, on va dire que j'essaye d'anticiper les bugs. Donc, je sais pas, si c'est du lending, par exemple, déjà, je vais savoir que le plus important, ça va être, deposit et withdraw, donc le dépôt d'argent et le retrait. Puis après, la fonction pour emprunter, la fonction pour repayer et la fonction de liquidation. Donc il y a 5 fonctions où ça va vraiment être le cœur du projet et après on va avoir autour, bon, beh, des fonctions d'admin pour venir, modifier la configuration, d'autres petits trucs comme ça, mais là, on a vraiment les 5 plus gros points. Heu et donc forcément, je vais en faire des drawings, heu, essayer d'anticiper les bugs, donc c'est ce que je disais, savoir, je sais pas, si je viens, repayer, plutôt que de repayer 10, je fais 10 repaiements de 1, qu'est-ce qui se passe? Se poser des questions comme ça, mais vraiment très détaché du code et après, une fois que je vais venir sur le code, c'est là où je vais pouvoir vérifier ces scénarios. Heu, aussi, je pense que donc on en a déjà parlé, j'audite par workflow. J'aime bien cet audit par workflow, donc j'ai mes 5 points d'entrée dont je parlais précédemment et en fait, je vais les explorer un par un et venir voir, ce que je peux faire et parfois, bah, j'ai 2 workflows forcément qui vont se chevaucher. Deposit et withdraw, il va y avoir des variables en commun et je vais voir si les 2 se comportent comme il faut l'un avec l'autre, heu et je pense que c'est déjà pas mal sur la méthodo. Ouais, de mémoire, il y avait, plusieurs piliers dans ta méthode, donc la phase de drawing, qui est la première, qui te permet d'avoir une vision, dans laquelle tu, en fait, prends connaissance de la code base, tu dessines des drawings, donc basés sur les workflows, comme tu disais à l'instant. Ce qui est pas d'ailleurs commun pour tous, parce que la plupart des drawings qu'on va passer sur Twitter, c'est une espèce de trucs architecturaux énormes avec, des liens partout. Toi, c'est vraiment focus, un workflow égale un drawing. Et il y avait une phase qui m'intéressait tout particulièrement, donc je vais la détailler un petit peu, c'est ta phase de scénario. De mémoire, une fois que tes drawings sont faits et que tu as un mental modèle de la code base, te détaches du code et c'est là que tu fais ce que tu viens de dire, donc identifier tous les, c'est un peu tu fais ton fret modèle, en fait. Effectivement, bah, par exemple sur Superform, moi ce que j'ai remarqué après avoir, analysé les vulnérabilités que j'ai loupées, c'est que l'intégration avec des codes externes, souvent ça peut casser. Heu, je sais plus avec quel code ça s'interfaçait, mais pour le coup, il y avait ils avaient mal lu la doc, du protocole d'en face et donc il y avait une vulne. Donc ça, typiquement les calls external maintenant, ça va être, une une zone de code où je sais que c'est sensible et donc potentiellement ça peut casser parce que c'est pas vraiment maîtrisé par le dev qui l'a écrit derrière. Les calculs, tout simplement. Est-ce que l'arrondi, des calculs se fait vers le haut ou vers le bas? Donc ça, c'est assez classique, en fait. Heu, après, ouais, j'en ai quelques d'autres, mais Et si on revenait sur le use case, théorique, on peut dire, projetons-nous vraiment, on va prendre les grandes lignes et forcément, on va pas du tout rentrer dans les détails parce que, bon, le podcast durerait 6 heures. Imagine demain, tu commences un nouvel audit,
choisi le thème ou le sujet ou le protocole de ton choix, vraiment les grands piliers ou les grandes étapes par lesquelles tu passerais, sur les, je sais pas, on va dire 2 semaines d'audit à venir, ce serait quoi? Alors phase 1, je vais ouvrir la code base et je vais récupérer les fonctions externes, donc celles qui sont appelées soit par l'admin, soit par les utilisateurs. Les admins, je vais les mettre d'un côté et je les vérifierai un peu plus tard. Heu, Les fonctions externes qui, modifient le state, pas oui, les views. effectivement, pardon. Heu, les views, c'est pas critique, mais je m'en C'est pas occupe pas critique. trop. Et il y a très peu d'erreurs, en fait. Enfin, en général, il y a peu d'erreurs parce que, Oui, s'il alors y à en a, moins elles qu'il ont y ait pas un d'impact calcul donc dans la view, function, heu, c'est juste venir lire une variable. Donc, pour se louper là-dedans, faut vraiment être, une bille, mais non, donc ça, en général, j'évite et je sais que c'est mes attaquants, en fait, ceux que je redoute, c'est les utilisateurs, parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Et bah, je vais privilégier ces côtés-là, ces points-là. Donc une fois que j'ai toutes ces fonctions externes, je vais commencer à faire mes drawings où je vais dire, bah, quelle fonction externe appelle quelle fonction interne. Heu, en général, les fonctions internes, c'est elles qui écrivent sur les variables et c'est pas directement les fonctions externes. Ça, c'est un pattern qu'on retrouve souvent. et dans cette phase-là, tu disais justement que tu faisais des drawings très, très détaillés, à l'époque, donc il y a 8 mois. Je sais que ça a pas mal évolué, ça en est où aujourd'hui, le niveau de détail que tu dessines, c'est quoi? Alors maintenant, je m'arrête aux fonctions parce que, j'ai enfin trouvé, le graal. En fait, je cherchais vraiment à pouvoir lier mes drawings à mon code sans que ce soit trop lourd sur mes drawings. Donc copier copier-coller du code dans mes drawings, je trouvais ça lourd, illisible, c'était chiant, heu et en fait, j'ai trouvé, l'extension, VS Code Draw.io, tout simplement. En fait, elle permet d'avoir l'intégration Draw.io dans VS Code, mais surtout de lier des blocs de code à des blocs dans Draw.io et donc quand vous êtes sur votre drawing, vous pouvez juste double-cliquer sur votre bloc de code et ça vous envoie au bon endroit, vous pouvez double-cliquer, pardon, Ouais, sur tu votre, double-cliquais sur ton drawing, ça t'envoie au sur bon mon endroit dans le drawing et code, ouais. voilà, ça m'envoie dans le code et du coup, vous pouvez vraiment avoir, bah, ouais, tout simplement mon arbre, mon graph call, donc le tout le graphe des appels, qui sont faits, quelle fonction appelle quoi, à quel moment et pouvoir double-cliquer et que j'ai le code directement, ça me fait pas perdre de temps. Je le mets sur 2 fenêtres en plus différents où j'ai mon drawing à droite et mon code à gauche, comme ça je peux naviguer facilement et ouais, ça m'a vraiment, permis de ne plus avoir besoin de faire des drawings, super lourds, illisibles que en plus j'allais jamais réutiliser. Maintenant, ouais, je peux réutiliser mes drawings et naviguer ma code base avec ces drawings. C'est beaucoup plus simple que de dire: «Ah ouais, cette fonction, elle était dans tel fichier, faut que j'ouvre le fichier, tac, tac». Là, j'ai juste à regarder sur mon écran de droite, je trouve la fonction, je double-clique et hop, c'est parti. Donc pour suivre mes workflows, c'est super facile. Donc ça, si vous êtes quelqu'un qui aime, faire des drawings, bah, je vous conseille cette extension-là, elle est vraiment cool. Heu, donc ça, c'est vraiment la partie drawing et mine de rien, quand on fait nos drawings, on lit un petit peu de code. Donc on peut déjà trouver, potentiellement quelques issues, à ce moment-là. Hem et une fois que j'ai fini tous mes drawings, c'est là où je vais passer sur ma phase d'audit, de manual review, où je vais avoir, alors ma phase de manual review, on va dire que j'ai vraiment 2 temps différents. Un temps de hyper focus, deep focus on appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle, mais et un temps où vraiment, bah, oui, je lis du code, mais c'est rien de grave. Par exemple, les fonctions admin, je vais pas le mettre dans le moment où je suis vraiment très concentré. Je vais le mettre, je sais pas, en général, les temps où je suis vraiment concentré, c'est de 10 heures à midi, par exemple. Et après le repas, je suis un peu moins performant, bah, c'est là où je vais potentiellement, mettre mes fonctions admin. Enfin les auditer. Alors que sur mon créneau de 10 heures à midi, là, je suis performant, je suis sous caféine, j'envoie
et là, je vais mettre mes fonctions utilisateurs qui sont les plus critiques et je vais vraiment c'est là où mon cerveau fuse, quoi. Mais je peux pas tenir ce rythme-là pendant 4 heures. Ça, c'est impossible. 1 heure et demie, je commence déjà à sentir que je suis déconcentré plus facilement, j'arrive moins à suivre, je me pose moins de questions. Donc, en général, je fais des sessions d'1 heure et demie, 2 heures, de deep focus. Et ça, pour le coup, je me suis un petit peu renseigné et c'est la science qui le dit. On n'arrive pas à être aussi performant sur 4 heures que sur 1 heure et demie, donc Et dans cette période de deep focus, comme tu dis, alors il y a ce mème célèbre, sur, CryptoSec Twitter de, je lis le code, tu sais la courbe au milieu, du débutant qui, lit le code, fait des graphes, fait machin, fait chouette et puis, l'expert à droite qui lit juste le code. Bon, la vérité, elle est bien différente parce que, on se rend compte que même si tout le monde lit le code, il y en a, bon, je prends c'est Michel qui a partagé il y a pas longtemps, un truc qu'il fait souvent, lui, il lit le titre de la fonction et avant de lire la fonction, il imagine dans sa tête comment il implémenterait la fonction. Comme ça, après, quand il audite la fonction, bah, en fait, il voit la différence entre l'implémentation et l'implémentation qu'il aurait fait lui-même. C'est le genre de choses-là, pour lequel juste lire le code, c'est pas si vrai que ça parce que, les experts et les top auditeurs, ils lisent pas le code. Ils ont tout un tas de techniques, de stratagèmes et de stratégies globalement qu'ils appliquent quand ils lisent le code pour s'assurer, bah, heu, d'auditer et de trouver les bugs. Qu'est-ce que tu mets en place toi? Tu lis pas le code juste comme ça? Quel type de questions tu te poses? Quel état d'esprit tu as quand tu es dans cette période de deep focus et que tu reviews tous tes workflows? bah, j'essaye de me poser toutes les questions que je peux, auxquelles je pense. Hem, alors là, comme ça, c'est facile à dire, Creusons à un workflow, expliquer, je sais pas, Deposit ou si tu as un workflow en tête que tu as fait, dans les jours passés dont tu te rappelles, quel type de questions tu te poses? Comment tu traverses ce workflow-là, avec le mindset que tu as quand tu es en train d'auditer? Bah, déjà, je pense que c'est important de suivre les entrées utilisateurs parce qu'une issue vient alors je vais sortir une stat, un peu aléatoire, mais je pense à 90 ça vient des entrées utilisateurs. Donc les suivre, c'est pas mal. Mais après, ouais, il faut se poser en fait, toutes les questions, essayer d'interpréter, alors ça, c'est vraiment un des feedbacks, qui ressort le plus dans toutes les compétitions que j'ai faites et toutes les vulnes que j'ai loupées surtout. C'est qu'il faut comprendre la petite ligne de code, donc vraiment, la petite opération sur une seule ligne, essayer de l'interpréter et comprendre ce que ça fait sur l'architecture globale. Hem, heu, je me rappelle d'un bug sur Asian Layer par exemple, que j'ai loupé. En fait, il y avait un inférieur ou égal au lieu de ou c'était juste un inférieur, il me semble, au lieu d'un inférieur ou égal et donc juste le égal en fait faisait qu'il y avait une vulne. Mais quand on lit le code comme ça, on se dit, «Oui, bah, c'est inférieur, c'est pas très grave». Mais en fait, il faut comprendre ce qui se cache derrière ce inférieur et aller lire une documentation externe qui t'explique comment ça fonctionne pour que tu puisses comprendre, que cet inférieur était inapproprié. Donc ouais, en fait, c'était vraiment, essayer d'interpréter, il y a ouais, tout ce qui se passe derrière cette petite ligne de code. C'est ça qui est le plus dur à faire et c'est vraiment, je pense que ça s'acquiert, au fur et à mesure des loupés. On se dit quand on identifie le pourquoi on a loupé la vulne, bah, en général, c'est qu'on n'a pas interprété ce que ça voulait dire. Voilà, on a lu le code, mais C'était, on sait pas ce que ça veut dire, quoi. le bug dont tu parles, c'était celui trouvé par H, le Effectivement. premier high, beacon chain withdrawal qui, arrive, pile sur le last withdrawal timestamp qui vont être perdus, c'est ça? Exactement et Ouais, je le vois c'était, en avec fait, le OK. quand on faisait un withdraw depuis la beacon chain, hem, si on faisait des opérations donc en fait, quand on fait un withdraw de la beacon chain, le retrait se fait à la fin d'un bloc, donc après toutes les transactions. Ça veut dire que si on a fait une transaction avec Asian Layer, avant qu'il y ait eu ce withdraw, donc dans le même bloc, eh bah, on avait un problème. Il fallait pas que ce soit dans le même bloc, heu et je me Ouais, je me rappelle souviens quand tu m'avais, partagé, brièvement le process avec lequel tu travaillais, il y avait des, think big pictures en je l'ai sous les majuscules et yeux. en gros, un peu partout, je me souviens. Je n'avais pas compris à l'époque pourquoi, mais je vois bien, ouais, tu prends ta ligne de code,
tu fais un pes on pourrait parler d'un unit test, en fait, sur ta ligne de code. Tu t'assures que le code fonctionne, correctement. Mais après, il faut avoir la big picture avec, l'intégration au sein du système global et voir l'impact que ça peut avoir dessus, quoi. Et toi, de ce que tu viens de dire, tu identifies qu'il y a pas mal de vulnérabilités que tu as loupées, non pas parce que, tu as loupé le code qui fonctionnait mal, mais parce que tu as loupé la big picture autour de la ligne. Effectivement, je pense que alors bon, j'ai fait pas mal de Rust et du code qui fonctionne mal en Rust, ça arrive pas souvent. Solidity, on n'a pas de bug vraiment technique ou enfin si, ça peut arriver. Mais en tout cas, ceux que les bugs les plus critiques, je trouve, sont vraiment, les bugs de logique au niveau, «business» entre guillemets, au niveau de l'architecture, du protocole et c'est pour ça qu'il faut vraiment interpréter ce petit morceau de code et comprendre ce que ça veut dire sur tout le reste. Heu, donc avoir une idée globale du système, pour moi, c'est obligatoire si on veut comprendre ce que la petite ligne de code veut dire. Et donc, comment tu fais concrètement sur chaque ligne de code? Tu te poses, une question, tu vois, tu prends un step back, tu lis ta ligne de code, tu prends un step back et tu dis: «OK, quel est l'impact sur la big picture?» ou tu as des, techniques plus concrètes? Heu, heu, ouais, en général, c'est ça. Je me pose juste la question sur, c'est pour ça que ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de jus de cerveau. Je peux pas le tenir sur 4 heures. C'est que vraiment je me pose un max de questions et soit j'y réponds dans la foulée, soit je décharge mon cerveau en l'écrivant à côté et je le checkerai plus tard. Si c'est juste quelque chose à checker, c'est pas grave, je peux le faire, sur des moments où je suis moins concentré. Heu, par contre, c'est vraiment se poser les questions, les bonnes questions et toutes les questions si possible. Ça demande beaucoup de d'énergie et pourquoi je dis qu'il faut se décharger le cerveau, c'est que je pense que si on le garde dans un coin de sa tête, on va faire que d'y repenser, on n'arrivera plus à se concentrer sur autre chose, donc on perd le focus, heu, donc déchargez vos cerveaux. Ce sera le mot du jour, décharger vos cerveaux. OK, du coup, ça, c'est la partie, manual review comme tu l'appelles, avec 2 étapes. Une partie deep focus, où tu reviews tes workflows, tu te poses toutes les questions possibles, tu revois la big picture et la partie un peu plus light où tu revois, voilà, les fonctions, admin, les fonctions annexes, peut-être les fonctions juges, genre de choses là. Hem, c'est quoi le next step? Alors je vais essayer de répondre aux questions, donc j'avais une partie où j'imaginais des scénarios, donc je Qui vais vient avant ta manual review? effectivement. Et là, c pendant ma manual review, il y a des moments où je vais prendre le temps de revoir ces scénarios, voir s'ils étaient cohérents ou non et du coup, les confirmer ou les infirmer. Hem et avec ma manual review, il y a des endroits du code où je me dis: «Là, il y a un truc, je ça pue». Voilà, ça pue donc comme je l'ai dit avant, ça peut être, les calculs de maths, les et en général, quand ça pue et que vous avez pas envie de l'auditer, bah, c'est là qu'il faut aller. Hem, si vous comprenez pas ce que ça fait, c'est ouais, il faut prendre le temps de comprendre ce que ça fait et souvent c'est là que vous allez trouver des petits trucs qui sont des bugs et voire des vulnes. Tu ça, les parties du code, je sais plus, tu avais un terme que tu avais mis, Ouais, c'est sensitive code area. ouais, c'est So ça, les 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 zones du code sensibles, ouais, ouais. c'est OK. ça. C'est vraiment donc l'intégration externe, par exemple et ouais, un conseil aussi pour l'intégration externe, lire la doc, je sais pas si vous vous intégrez avec, Layer 0, par exemple. Lire la doc, c'est bien. Aller lire le code de Layer 0 pour vraiment savoir ce qui se passe, c'est beaucoup mieux. Parce que les docs, il y a des fois, vous allez enfin Ouais, elles sont pas à jour, elles sont pas précises ou ouais, elles sont clairement pas ça peut arriver, précises quoi. et c'est pour, enfin, ouais, il faut aller lire le code d'en face, quoi. OK, donc ça, c'est ta partie threat analysis, quoi, threat modeling, on va dire, que tu, revois pendant ta manual review. Donc manual review sur tous tes workflows en un, tu réfléchis au scénario, tu et audites, ligne par ligne, voilà, tu fais la partie classique en posant le maximum de questions avec, ces 2 étapes de deep focus et de focus un peu plus light. Une fois que tu as fini ça, Bah, en général, j'ai fini mon audit, enfin ou
Je peux laisser des fois des vulnes à écrire à la fin, mais j'aime bien les écrire au fur et à mesure. Ça me Sur les temps où je suis moins concentré, je prends le temps d'écrire ma vulne, tranquillement. Hem, C'est ce que j'allais te demander d'ailleurs, alors, c'est un détail, mais, tu tes rapports à la fin. Quand tu finis ton audit, tu as, je sais pas 10-15 rapports, peu importe, à écrire, tu écris tous tes findings ou tu les écris au fil et à mesure de ton audit? Bah, non, je les écris au fur et à mesure. Si je suis dans une période où je suis très focus, je vais juste me laisser un commentaire en disant: «Ici, il y a l'issue et j'y reviendrai plus tard». Et je vais me mettre une tâche, parce que j'aime bien gérer toutes mes tâches et dire, «Déchargez votre cerveau là encore». J'ai un Notion où je fais juste un to do que je peux checker. Je me dis: «Écrire, la vulne, critique ou high ou machin». Et ouais, j'y reviendrai sur un temps où je serai moins concentré. Si je suis à la fin d'une période où je suis hyper concentré et que je sens que je commence à perdre le focus, bon, ben je m'arrête là et je vais écrire ma vulne. Donc ça veut dire que des fois je vais le faire dans la journée, des fois je peux le faire, 2 jours après, ça dépendra, un peu de comment je me sens sur le moment aussi. Et ton audit se termine, tu écris tous les rapports, tu les envoies, classique. Hem, mais une des parties les plus importantes de ton process et de ta réussite, tu le disais, c'est l'après. Le rapport sort. Alors déjà, détail, mais est-ce que, je sais pas, on prend un Sherlock ou un Cantina, à la seconde où les findings sont dispo, est-ce que tu te les tapes tous ou t'attends que le Hem, rapport final soit sorti? non, alors, je valorise mon temps, donc j'essaye de pas perdre trop de temps à aller lire toutes les issues. Heu, Si ce temps-là peut le passer à faire un autre audit, bah, je vais le faire. Je vais pas perdre de temps, il y a un juge, il est là pour faire son travail et juger les issues. Je vais le laisser faire et je vérifierai après, enfin je regarderai. Et d'ailleurs, c'est la période d'escalations, c'est quelque chose, je sais que Sergic adore cette période-là et invalider des issues et tout ça. Moi, c'est pas trop mon truc. Je pense que ça se résume à, j'apporte pas vraiment de valeur au protocole quand je fais ça. Heu, alors, oui, à la fin, peut-être que le protocole, enfin, ouais, il y a des issues qu'il aurait eu comme valides et qui seraient pas valides. Hem, mais c'est pas ma plus grosse plus-value et donc j'essaye de pas perdre de temps là-dedans. C'est un petit peu pour ça que Sherlock, il y a eu un moment où j'ai essayé de m'y mettre. Heu, bon, il y a aussi je me suis fait refuser un bug et je l'ai encore au travers de la gorge. Mais, mais non, donc, j'aime pas trop cette période d'escalations. Je préfère laisser les autres faire. Tu la trouves Hem, différente sur Cantina par rapport à Sherlock? ouais, ouais, je trouve que c'est très différent. Déjà, je crois qu'on peut pas escalader les issues des autres. Alors on peut Ah le OK. faire, mais Ah par je un savais pas. moyen détourné où il faut aller envoyer un message au juge et tout ça. Ça peut être bien de le faire, mais honnêtement, je suis pas le plus grand escaladeur. Parce que je pense que si j'ai écrit un bon rapport, pour le coup, il doit apparaître clairement qu'il y a un bug, que ça, c'est pas normal, et donc j'aurais limite pas besoin d'escalader après, quoi. Et une fois que les résultats sortent, par contre, alors ça, c'est ce que j'avais tendance à faire avant et que je fais beaucoup moins et c'est pas bien. En fait, c'est ju que quand les résultats sortent, c'est là où je vais voir ce que j'ai loupé et c'est là où vraiment je vais comprendre ce que j'ai loupé. Donc comme je le disais tout à l'heure, comprendre ce que j'ai loupé, comprendre pourquoi je l'ai loupé et le pourquoi il se transforme en comment je ne peux ne plus la louper et du coup ça vient, alimenter, soit ma phase de threat model où la prochaine fois j'ai un protocole qui ressemble, je vais me dire: «Ah, la dernière fois j'ai loupé ça, parce que j'ai pas fait ça, bon bah cette fois je vais le faire». Heu et ouais, comme je pense que c'est comme ça en fait qu'avec de l'amélioration continue, qu'on vient, améliorer ses performances. Et manifestement, ça marche plutôt bien pour toi. J'ai l'impression. Hem et du coup, on fait un peu un fast forward, on a passé pas mal de temps là sur, ton process, ta méthodologie, ton système qui t'a permis d'en arriver où tu en es aujourd'hui. Tu as eu ton explosion, on va le formuler comme ça, il y a quoi? Je suis en train de regarder, c'était ouais,
mais on va dire par là. Ouais, je pense que c'est Tu situerais ça où? c'est EngneLayer, je pense, qui a vraiment fait la diff. Hem, EngneLayer, il y avait que 3 Heu, bugs qui ont été acceptés et du coup, dont, un qui était à toi effectivement, ouais. ouais. Donc en février, OK, donc ça a été particulièrement rapide. Tu as commencé en décembre, en février, tu as percé. Hem, Qu'est-ce que tu fais maintenant? Heu, alors je me laisse porter. Non, je rigole. Non, je j'avais jamais fait de Go, donc en juin, je me suis dit: «Bah, allez, on va faire une compétition en Go». En plus, C'était laquelle? alors c'était, c'était Babylone et masterclass parce que c'était du Go que je connaissais pas et ça s'interfaçait avec Bitcoin. La technologie, j'y avais jamais touché. Donc j'ai fait cet audit-là. C'était en parallèle de l'ERP. L'ERP, je l'ai fait. Je me suis bien donné dessus, mais c'était vraiment infâme. J'ai l'impression que toutes les compétitions à plus de d'1 million sont overbookées et c'est la guerre. Donc l'ERP, ça me gonflait un peu, donc j'avais pris une pause pendant la compétition de l'ERP pour faire, Babylone où j'ai fini deuxième. Et c'était hyper intéressant. Donc j'ai vraiment compris bon, c'était du web 2. C'était beaucoup de web 2 avec une OK. interface, Bitcoin. Donc il fallait comprendre les scripts Bitcoin un petit peu. Donc ça j'étais vraiment Que tu connaissais avant d'avoir entamé cet audit ou pas du tout? pas du tout. Alors, pas du tout, OK. mais Donc tu j'avais connaissais ni Go, ni, ouais, les scripts Bitcoin. effectivement, je connaissais pas le Go, mais en fait, au-delà de la syntaxe, le Go pour moi c'est comme le Rust. Hem, on a des structures auxquelles on peut attacher des fonctions. Bon, ben, en Rust, on appelle ça des structures avec des traits et des fonctions derrière. Donc, ça, c'est assez similaire. On gère, heu des résultes en Rust et en Go, en fait, quand on va retourner, une fonction, on peut lui attacher, un symbole error pour savoir, s'il y a eu une erreur dans la fonction ou pas. Donc ça permet de vraiment bien gérer ses erreurs et au-delà de ça, ouais, Go et Rust, si la syntaxe est pas du tout pareille, mais sinon, c'est la même chose pour moi, en tout cas dans les concepts qui sont derrière. Je fais une parenthèse, d'où te vient cette expertise en Rust? Tu as appris ça, à l'école? Alors, j'ai pas appris ça à l'école, enfin, si du coup, j'ai appris ça pendant le projet où je touchais à Nier. Donc, sur la PQB où on a fait Nier en post-quantique. Alors pourquoi on a choisi Nier? À l'époque, on avait fait un état de l'art sur, les blockchains du moment, donc forcément il y avait Ethereum, il y avait Solana. Bon, Solana déjà, on n'a rien compris au mécanisme de consensus, on a dit: «Pas ça». Et en fait, on voyait, 2 langages qui ressortaient, du coup, c'était Go et Rust. Et j'avais un pote, mon pote Max, que je salue. Lui, il avait déjà fait du Rust et il m'a dit: «Franchement, le Rust, c'est trop bien». Du coup, j'ai dit: «Bah, vas-y, j'ai envie de savoir, moi aussi, j'ai envie de comprendre». Pour apprendre le langage Rust, c'est mieux de passer par le Rustbook et tout ça. Faites pas comme moi parce que moi, je suis juste allé essayer d'écrire du code et franchement, des fois, j'ai l'impression d'avoir quelques lacunes sur les concepts de base, mais ça va, je me débrouille. Et donc c'est comme ça que j'ai vraiment fait du Rust, et par la suite, bah, ça OK, a c'est plus que tu continué as une avec, appétence, depuis un pas mal de temps, sur un langage qui à l'époque était moins répandu en tout cas, ouais, je dirais que c'est de ce la qui faute fait de que Max. bah, merci Max alors. Merci Max. On trouve que c'est Max. Et un peu un TLDR sur, pourquoi Rust c'est si bien? Toi qui du coup, bah, tu as fait un peu de Go maintenant, tu connais le C, le C++, tu as quelques langages dans ton arsenal. Pourquoi Rust c'est si bien? Qu'est-ce que, les gens admirent tant dans ce Alors, déjà si on compare Rust et Go, ou hem, Solidity plutôt, ça parlera peut-être plus à heu OK, je vais faire Solidity juste après. Entre Rust et Go, déjà, il y a des problèmes de performance. Go, hem, on l'utilise, enfin, Go et Rust, c'est des langages qui sont venus pour remplacer le C, on va dire, et tous les langages un peu vieux. Hem Donc ouais, en fait, Rust te permet d'être, performant, tout en ayant la sécurité, alors que Go, on va dire que tu as que la sécurité. Donc OK. donc ça déjà, c'est
ça fait de Rust, enfin, de mon point de vue, Rust est meilleur que Go, mais après par rapport à Solidity, je pense qu'on Solidity, c'est un langage qui est très spécialisé, en fait. C'est un langage qui est utilisé uniquement dans le protocole Ethereum, heu et que pour écrire des smart contracts. On peut rien faire d'autre avec, Solidity. Avec Rust, on peut écrire, des binaires pour lancer sur mon Windows, sur mon Linux, sur mon Android. Ouais, je pensais plutôt Hem comparer, le les smart contracts ou ce qu'on appelle plutôt des programmes en ah OK. Solana, en Rust, effectivement, parce que oui, c'est on parle dans 2 mondes différents, mais, si on reste sur quelque chose un peu plus spécialisé, Solidity pour du smart contract et Rust pour du programme Solana, qu'est-ce Mmh. qui fait que, beaucoup de devs préfèrent, faire des programmes en Solana? Heu bah, c'est une bonne question. Franchement, alors Solana, ils ont un en fait, je pense que au delà du langage, c'est juste la plateforme de smart contract qui est différente. Sur Ethereum, on attache les données directement au code, alors que sur Solana, on décorrèle les 2 et on peut utiliser le même Ils sont code. attachés à des comptes, je crois, c'est ça sur Solana? C'est ça, on appelle ça, Ouais. ouais, des accounts et en fait, ça permet de venir, écrire nos données où on veut dans nos accounts, heu et donc on déploie le code une seule fois. Que prenons un exemple, tout simple. On prend, USDT et je clone USDT. Je vais copier exactement le même code, mais juste ils vont avoir des états différents parce que ça contient pas les mêmes balances et tout ça. Par contre, le code est exactement le même. Alors que Solana, i ils ont le code une seule fois qui est, stocké et après on peut venir avec ces données, quoi. OK. Parce que sinon Rust et Solidity, en fait, Rust te permet de gérer les Solidity te permet de gérer les reverts si tu fais un call externe. Donc pour moi, c'est la même chose, on va dire. Heu, en Rust, on a les integer overflow, qui peuvent être manipulés comme on veut, donc on peut le faire, on peut accepter que ça overflow ou pas. Heu, en Solidity, on peut faire la même chose. Voilà, après c'est juste le langage qui est différent quoi, donc la syntaxe, mais il y a pas énormément enfin de mon point de vue en tout cas, c'est pas si différent que ça. OK. Et tu as une préférence? Heu, tu as fait un peu de Go maintenant, tu as fait beaucoup, beaucoup de Solidity, tu fais pas mal de Rust aussi, on en reviendra notamment avec, Pacha avec qui tu as eu l'occasion de faire, quelques audits. Tu as une préférence pour, le type d'audit que tu fais? Le type de langage plutôt? Heu, ouais, parce que j'ai des préférences sur le type d'audit, sur le langage, pas vraiment. Non, je peux faire du Solidity comme du Rust, ça me j'aime bien les 2. Et sur le type d'audit, à quoi tu pensais? Je pense que sur la partie défi, je suis pas, je suis pas toujours au top. Alors je suis pas toujours au top, au niveau, du coup, de mes connaissances, je pense que je suis mais ça, ouais, je suis pas toujours au top au niveau de mes connaissances parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, je pense. Je suis Tu veux plutôt dire, tu préfères de l'infra, ouais, type, GameLayer que, ouais ou un petit landing optimisme, par borrowing, exemple, OK. ça, ouais, c'est plus mon genre de code base. Parce que tu as moins d'intérêt pour la partie financière, prêt, emprunt, tout ce bazar-là quoi? Ouais, Ou je parce pense que que tu c'est as une pour ça. appétence particulière à l'inverse pour, l'infra peut-être de ton parcours web 2? Ouais, c'est pas que j'aime pas, le côté défi, c'est que je préfère vraiment le côté infra. Le côté infra, c'est le truc qui me motive bien et d'ailleurs, je fais quelques audits en ce moment et vu que je viens du web 2, c'est peut-être aussi pour ça, où dans le web 2, je faisais de la sécurité sur, de l'admin 6 de base, donc ce qu'on appelle admin 6, c'est, gérer des infrastructures, donc je m'y Ouais, donc retrouve, tu en t'y fait. retrouves plus dans ce type de protocole-là que dans, du landing borrowing et et autres. Effectivement, OK. d'où le fait aussi que j'ai mis, Euler en pause pour faire Babylone. Babylone qui était plutôt infra, alors que Euler c'est C'est, plutôt de la landing, finance. pur et dur, quoi. Ouais. OK. Et du coup, donc tu dis qu'en juin, tu t'es chauffé à apprendre le Go en passant sur Babylone, avec ta pause sur Euler. Hem, tu as aussi rejoint le mois dernier, je crois, ou ce mois-ci, ou en tout cas officialisé, le fait d'avoir rejoint, Spearbit. Hem, tu as fait un audit avec Pashov ou plusieurs, je crois d'ailleurs, 2 ou 3, je sais plus. Plusieurs, ouais. J'en ai Plusieurs. fait 2, un Solidity et un Rust. Comment tu gères ton planning aujourd'hui? C'est quoi tes journées, tes priorités plutôt? J'essaye de faire du premier
arrivé premier servi si j'ai des clients privés. Je priorise les clients privés en général, par rapport aux compétitions. Après les compétitions, je peux faire ça un petit peu sur le côté. Par exemple, là, je sais qu'il y a plusieurs compétitions sur Cantina et j'y ai pas touché pour l'instant. Heu et quand j'ai été pris chez Spearbeat, bah, forcément, c'est nouveau et donc j'essaye de prioriser ça. Donc là, je suis sur un audit, ni aujourd'hui Avec Spearbit. avec Spearbeat. Et comment s'est fait ton intégration chez eux? Enfin, depuis ton recrutement, je dirais jusqu'à la fin de cet audit aujourd'hui? Plutôt bien, tout s'est bien passé. J'aime bien discuter avec, Harry, avec qui j'ai l'impression que ça passe bien. Donc c'est lui qui m'a fait rentrer chez Spearbeat. À une époque, il y avait un test technique. Tu passé par là aussi ou t'as skippé cette phase vu ton classement sur Cantina? Non, il y avait pas du tout de test technique et c'est vrai qu'en fait, mes bonnes performances sur Cantina, m'ont permis de rentrer chez Spearbeat parce qu'il y avait une règle qui avait été mise en place. Alors je sais pas si c'est une règle officielle, en tout cas Harry Ouais, avait c'était dit, un tweet qui avait été balancé par Paris, je ouais, crois. il y a J'appellerais pas ça une un règle, gars a mais demandé, «Comment je peux rentrer chez Spearbeat?» et Harry avait répondu, «Il te faut 5 top 3, sur Cantina». Je pense qu'il avait dit ça pour, allez, ça laisse un peu de temps quand même et heu et toi, tu l'as pris au pied de la lettre. Tu as dit: et «Allez, moi je l'ai pris au pied de la hold lettre my et je beer». voulais pas de raccourci. J'ai dit: «Non, c'est pas grave, je demanderai pas à rentrer avant» et limite j'ai même pas demandé à rentrer en fait, je voulais vraiment avoir ces 5 top 3, c'était une question d'ego. Eh bah, bravo encore. Et alors, du coup, tu as intégré Spearbit, tu es, poteau avec Harry maintenant. Ça se passe comment un audit avec Spearbit? Spearbit, c'est, la légende un peu du Web3sec, tout le monde en entend parler. Les meilleurs y sont. C'est organisé comment un audit chez eux? Ça se passe comment? Tu vois quelle différence peut-être avec les audits, en équipe que tu aurais pu faire, bah, soit sur des compétitions, je sais pas si tu en as déjà fait ou en tout cas avec Pacha? Heu, je pense que enfin, en tout cas pour l'instant, heu j'ai été sur un audit où on était que 2, donc un LSR et un SR. Heu, donc on faisait une réunion tous les jours pour se dire, comment on avançait et discuter un petit peu, mais ça durait, moins de 30 minutes en général. Donc on travaillait vraiment indépendamment et chez Pachov, bah, on connaît pas les gens donc on on a sa propre code base où on reporte nos issues et voilà, après on a une petite partie où on revoit les fixes, du client, mais Et c'était oui, il y des a pas audits beaucoup de à collaboration en combien tout cas. avec Pacha? Heu, C'était des équipes de combien? 3, 3 à chaque fois, je 3. crois. Ouais. OK. Ouais, c'est, chacun de votre côté, vous partagez, sur un groupe Telegram, enfin, en tout cas, c'était ça quand j'y avais participé. Partagez sur un groupe Telegram les issues, je crois, c'est Pacha qui s'occupe du rapport et puis, on parle du fix review après tout. Effectivement, il y a pas énormément de alors, on a un channel, Telegram pour communiquer si on se dit: «Ouais, là, il y a un truc qui me gêne et tout», mais en pratique, c'est très peu utilisé, j'ai l'impression. Sur les 2 audits que j'ai fait en tout cas, après je peux pas me prononcer plus, mais à chaque fois, il y avait pas beaucoup de messages sur ce groupe. Donc je pense qu'il y a pas énormément de collaboration entre SR. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas, je pourrais pas le dire. Et maintenant que tu as pratiqué un peu tous les types d'audits, donc tu as fait du solo, tu as fait du team en compétition ou pas? Pas du team en Pas compétition, du non. tout. Bah, tu as fait du team en privé en tout cas, tu as fait du Spearmeet pour ton premier. Tu as une préférence? Je pense que je suis plus un gars qui aime bien faire des audits privés, surtout quand le client est preneur, Solo, tu veux dire? solo ou en team. En fait, je pense que ce qu'on perd des fois un peu de vue quand on fait des compétitions, c'est que notre premier but, c'est d'apporter de la valeur aux clients, donc aux développeurs. Mais le développeur perd aussi ça de vue des fois, où ils sont là pour se faire auditer, mais ils se posent même pas de questions sur leur code et ils veulent juste, invalider les issues. Alors, dans une compétition, je trouve ça limite, dans un audit privé, je trouve ça complètement aberrant parce que, essayer d'invalider une issue, sur un audit privé, ça fait pas sens pour moi. Heu ouais, donc je pense que là où on peut apporter le plus de valeur aux clients,
c'est via des audits privés, je pense. Parce que sur une compétition, si je prends Sherlock, par exemple, hem, ça peut être un tout petit truc, en fait. Ça peut être, on peut juste donner un petit conseil au client, mais sur Sherlock, si c'est pas médium minimum, bon, bah, tu perds des points et fallait pas reporter ça. Je crois que tu À préfères les audits l'inverse privés. d'une compétition, il y avait un tweet, je crois, c'est célèbre de c'est Michel qui disait, heu, «C'est le meilleur métier du monde». Alors je quote très mal, hein, mais c'est le meilleur métier du monde parce que, j'ouvre une code base, je la lis, je trouve des bugs, je parle à personne, je soumets tout via une interface web et je suis payé des milliers, quoi. Sous-entendu, j'ai 0 gestion, clientèle à faire, 0 démarchage, 0 tous ces bazars-là. Hem Toi, à l'inverse, du coup, de ce que tu me dis, c'est que c'est vraiment pas une partie qui te déplaît pour le coup, parce que, quand tu fais des audits privés, bah, tu as une interaction client qui est fréquente, enfin, en tout cas, si tu fais bien ton travail, j'imagine. Tu as une interaction client qui est fréquente, tu as, des allers-retours, tu es beaucoup plus, hands down que sur une compétition où effectivement, tu as toi, ta code base et puis, ton interface web sur laquelle tu soumets tes findings. Ouais, effectivement, je pense que quand on est SR, dire: «C'est cassé», et bah, en gros, description: «C'est cassé», recommandation: «Faut réparer». Je pense qu'on peut apporter un peu plus que ça au gars qui nous paye et juste, lui donner des conseils, ça peut être des conseils long terme, du style, je sais pas, par exemple, ça peut être: «Mettez en place un faiseur pour essayer de trouver ce genre de vulnes à l'avenir», ou «Mettez en place un unit test assez simple que vous pouvez, run dans une CI, GitHub». Donc CI, c'est on lance des outils automatiquement, via GitHub. Ça peut être des petits conseils comme ça qui, je pense aujourd'hui, sont pas assez faits et on voit pas assez long terme en fait sur les recommandations qu'on donne. On dit juste, «Faut réparer» mais et moi j'aime bien aussi, par exemple, heu, donner des patchs. Donc en fait avec la code base, je leur dis, donc c'est juste un patch que tu peux appliquer après avec Git, et ça permet de fixer le bug. Donc ça va leur permettre de vite, fixer le bug. Bon après si c'est trop lourd à faire, je peux pas passer en tant que développeur. Mais voilà, ouais, je pense que vraiment avoir une vision plus long terme sur les recommandations, ça peut être quelque chose de cool. Ouais, bah, je suis sur ton report de Eigenlayer, et justement, je vois, tu avais fait le patch entier avec, GitApply et c'est vrai que pour le coup, là, c'est ultra quali et c'est vraiment pas quelque chose dont, dont on attend des SR dans les compétitions. Pour le coup, tu as des recommandations qui sont faites à base de lignes, genre, «Faites pas ça» ou «Faut pas faire ça» ou «Trouvez un moyen de pas faire ça», quoi. Et c'est vrai que ça passe parce que c'est pas forcément ce qu'on valorise le plus en compète, c'est plus, trouver le bug en tant que tel, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Heu En compétition, c'est vraiment trouver le bug, alors que je pense que dans un audit privé, ça peut être aussi accompagner le client pour que le bug ne se reproduise pas à l'avenir. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur humaine, donc voilà. et justement, de plus en plus, il y a une vague, on va le formuler comme ça, de popularité sur le rôle d'un SR, in-house. Ouais, bah, c'était un des premiers à l'avoir fait dans le Web3 et aujourd'hui, il adore en plus ce rôle-là, pour le coup, qu'il trouve aussi vachement plus valorisant que, le SR qui trouve des bugs en contest, les uns derrière les autres sans vraiment apporter de valeur, comme tu disais. Est-ce que c'est un rôle qui te plairait, toi? Comment tu le vois évoluer? Et puis aussi peut-être, est-ce que c'est un truc qui existe dans le Web 2? Avoir une équipe, privée de sécurité interne, ça, Oui, pour le alors ça coup, évidemment, c'est dans le Web 2, mais je parle plutôt ce type de profil-là, purement, bug hunter, on va le formuler comme ça, en compétition, qui après switch en in-house et bah, qui fait, du quotidien, de la sécurité pour le protocole. Là, on n'est plus sur de la recherche de bugs particulière, on est, dans les phases de développement, en préambule, de chacune des PR. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on voit en compétition aujourd'hui. ouais, je pense que ça existe dans le web 2, mais dans les très grosses boîtes. Hem, Est-ce que c'est quelque chose qui me plairait? Je pense que oui, mais il faudrait que ce soit un projet, qui me plaise, forcément. Hem, Après, ouais, en fait, je trouve ça bien parce que ça apporte, il faut répandre la culture de la sécurité, et je pense que c'est pas les développeurs qui le font, ça c'est sûr. Heu, donc avoir un «secure dev» entre guillemets, un gars qui est entre, sécurité et développement, ça c'est vraiment l'idéal Un où sec du dev.
Un On sec va dev. trademark, on va trademark ça. Ouais, bah, dans le web 2, il y a le DevSecOps, Ah, enfin c'est bref. vrai. Mais, ouais, vraiment, je pense que c'est ce qui manque des fois et les développeurs alors j'ai pas l'impression que ce soit trop le cas dans le web 3, mais il y a des fois dans le web 2 où on demande juste à des gars d'écrire du code, et ils sont payés, limite à la ligne de code qu'ils écrivent. Enfin, peut-être pas autant, mais donc il faut, ouais, avoir, cette culture de la sécurité et je pense que c'est d'autant plus important dans le web 3 parce que tout est exposé. Forcément, s'il y a un bug, il sera trouvé. Dans le web 2, c'est on sait pas s'il sera trouvé. Dans le web 3, ça va casser et ça va faire mal. Ouais, il y a une coach, je crois, dans le web 2, c'est, sécurité par obscurité, il me semble, ou quelque chose comme ça. Effectivement. C'est ce que tu disais là, quoi. C'est en gros, on cache, on cache, on cache, et puis on espère que le bug soit pas trouvé, ce qui n'est pas envisageable dans le web 3. Enfin, à partir du moment où tu, identifies ton contrat, j'ai plus le terme, sur Etherscan. Comment on appelle ça Ouais, déjà? c'est bah, en Aide-moi. fait, on poste le code, tout simplement, Ouais, hem et même, à partir du moment la plupart, le postent sur GitHub, la plupart des projets. Donc en fait, on peut retrouver le code facilement, même s'ils étaient pas vérifiés. C'est ça, c'est la vérification, vérifier, c'est sur ça, Etherscan. merci. Vérifier, on peut aller sur leur GitHub et regarder ce qui se passe. Donc ouais, le web 3, il faut cette culture de la sécurité. Je pense que c'est un indispensable et on mine de rien, on commence à l'avoir parce qu'il y a que dans le web 3 où on voit des compétitions avec, autant de prize pool. Heu, dans le web 2, c'est bien moins élevé. Trouver un bug dans le web 2, vous allez être Et moins toi qui bien avais un payé, quoi. pied dans le web 2 justement, enfin même plus qu'un pied pour le coup, parce que tu as fait toutes tes études là-dedans et j'imagine que tu as commencé ta carrière en étant beaucoup plus intéressé par le web 2 et ayant plus de connaissances là-dedans que dans le web 3. C'est quoi, à ton avis, ou quelle est la raison plutôt, pour parler français, pour laquelle il y a des compétitions qui sont aussi importantes dans le web 3? Bon, ça on le sait, c'est parce que les impacts sont plus importants. Mais comment ça se fait qu'il y a aussi peu de monde, par rapport, on parle souvent, du jour où, les SRF experts du web 2, passeront au web 3, il y aura plus rien à manger pour les débutants, parce que globalement, ils vont arriver avec un niveau de connaissance et d'expertise, qui vont leur permettre de switcher très, très rapidement et d'être très, très rapidement, performants. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait ce switch pour la grande majorité? Bah, c'est un monde différent. C'est un monde très différent. Je pense que tout le web 3 et les blockchains, c'est les gens ont pas confiance, et donc forcément, s'ils ont pas confiance et qu'ils y croient pas, pourquoi ils viendraient mettre du jus de cerveau, là-dedans? Heu, parce que faut aussi voir le long terme, ch Ethereum, c'est quoi? C'est 2015, le lancement? Ça fait même pas 10 ans. L'informatique en général, c'est bien plus vieux que ça. Windows, ça a 25, 30, je sais même pas en fait. Ouais, Heu par là. et donc ouais, en fait, pour la vision plus long terme et après venant du web 2, il y a quand même, je dirais pas une haine, mais une méconnaissance qui fait qu'on entend parler des blockchains, en fait, quand il y a un scam, quand le prix du bitcoin monte, c'est à peu près tout et en fait, on comprend pas, quand on est de l'externe, enfin, d'un point de vue extérieur, on comprend pas ce qui se passe derrière, ce qui se cache derrière. Derrière Ethereum, bah, ouais, il est à 2 500 aujourd'hui. Heu, dire que je peux faire un transfert en 12 secondes, de l'autre côté de la planète, sans intermédiaire, bah, les gens ne comprennent pas encore, ils le matérialisent pas. Dire que, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était dans le podcast Soliditors ou, enfin bref, on pouvait être payé par un smart contract, donc qui est du code, décentralisé, il y a pas de on peut pas le toucher et tout ça, c'est on est encore un cran, plus haut que juste internet où internet, ouais, il y a des machines qui discutent entre elles, et on peut accéder à du contenu. Là, on le contenu, c'est de l'argent. Donc il y a de la sécurité et tout ça et je pense que, ouais, il y a beaucoup de monde qui est dans le web 2 qui ne mesure je sais pas si c'est que c'est qu'ils mesurent pas encore, mais en tout cas, ouais, ils ont une méconnaissance, et ils ont pas envie de s'y intéresser tout simplement. Parce qu'il y a un truc qui est quand même fou, enfin,
moi, j'avais un pied dans la cybersécu web 2, alors pas du tout du côté technique pour le coup, mais c'est un monde qui me parlait aussi un peu. Euh, bon, je donne des chiffres qui sont publics pour le coup, rien de privé là-dedans, mais tu as fait plus de 170K de gains en 8 mois à même pas 25 ans, quoi, ce qui est ahurissant, et bravo encore. Euh, Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire quelque chose de similaire dans le Web 2, avec les mêmes compétences que tu as, la même rigueur et la même discipline? Heu, non, je pense pas parce alors, à moins d'être un crack, et d'être recruté dans une très grosse boîte américaine, hem, je pense pas que ça aurait été possible. Mais et d'autant plus que, ouais, je suis junior et en France, en tout cas, c'est très compliqué quand tu es junior de pouvoir, évoluer. Donc, oui, c'est clair que sur un mois, j'ai fait mon salaire annuel, sur le mois de février, par exemple. Donc, Ouais, tu as eu ouais. une Tesla avec Babylone, enfin, ça me paraît fou, quoi. Moi, je me rappelle des pentesters que j'estimais alors, comme étant d'être vraiment des cracks. Enfin, je connaissais leur salaire, ça faisait pas rêver, quoi, par rapport à ce qui est envisageable dans notre domaine. Donc, je me dis, il y a toujours ce truc, je comprends que ce soit épical, on en parlait dans le podcast ensemble, c'est mal vu, tu l'as dit justement, on entend parler de la partie blockchain, Web3, etc., que dans les news pour les mauvaises nouvelles, en tout cas, ou quand le Bitcoin monte, ce qui est très spéculatif et pas forcément un attrait pour les gens qui cherchent la techno et qui cherchent le challenge intellectuel. Mais je me dis, des fois, il y a des trucs très pragmatiques, quoi. Enfin, on regarde quelqu'un comme toi, avec le talent que t'as, qui a fait ces résultats-là en 8 mois, bah, quand tu sais les experts qui gagnent, je pense, moins que toi avec 15 ans d'expérience dans le Web 2, je me dis, je comprends pas que à un moment, ça fasse pas le déclic, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, ce que j'apprécie dans le Web3, c'est que puisque tout est ouvert, si tu es performant, bah, tes performances vont, du coup, être vues par les autres et tu vas être reconnu et donc tu vas pouvoir monter rapidement. Donc c'est comme ça que Dead Rose, qui a 19 ans, je crois, Ouais, maintenant il 19. est LSR chez Spearbit et il peut prendre jusqu'à 20K par semaine, Ah, bah, chez lui, Spearbit. moi, je reviens toujours pas. Il audite sur GitHub. Ah Ah, ouais? je m'en remettrai pas, je crois. Ah ouais. Il audite sur GitHub, il ouvre VS Code que pour faire des POC sur Eminify. Sinon, il audite sur GitHub et je lui ai demandé, genre, 2 fois en confirmation, je lui ai dit: «Mais c'est pas possible, enfin, je dois mal comprendre». Il dit: «Non, non, bah, j'ouvre code sur GitHub et je prends des notes à côté sur un Notion, quoi», et bref, je m'en remets pas, mais bon. Et pour faire la petite transition, justement, t'en parlais, le fait d'être reconnu, et cetera, c'est un sujet qui est super intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui me reach sur Twitter en me demandant, comment avoir des audits privés, choses comme ça. Toi, justement, tu as fait très, très peu de ce qu'on pourrait appeler marketing sur Twitter. Pourtant, aujourd'hui, tu as de la demande en France. Tu as une idée du nombre d'audits privés que tu as pu réaliser aujourd'hui, via de la demande, en France, donc des clients qui t'ont directement contacté Je dirais 3 ou 4. J'ai 3 ou depuis, 4 clients, on va dire, et j'ai eu plusieurs missions de ces clients-là. OK. Ouais, donc et en C'est tout, pas tant en que ça. nombre d'audits que tu as pu réaliser, c'est quoi, une dizaine, peut-être un peu moins? D'audits privés? Ouais, privé, Ouais, pardon. je dirais, ouais, disons 8. Donc ça revient sur ce que tu disais, comme quoi, à partir du moment où tu perfs sur des leaderboards qui sont publics, il y a pas de secret, quoi. Derrière, la clientèle se fait un peu toute seule parce que tu peux passer autant de temps que tu veux sur Twitter, si les résultats sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Effectivement, et tu prouves ta valeur, mon marketing, c'est mes performances. Voilà. J'ai pas démarché spécifiquement, des gens et tout ça. Souvent, je reçois un petit message, je vois, une nouvelle requête et puis, voilà, on me demande, de pouvoir auditer un petit code. Souvent, c'est des petites missions, mais c'est toujours bon à prendre. Et donc tu disais aujourd'hui, tu priorises majoritairement les audits privés, forcément. En P2, si on peut le formuler comme ça, Spearbit, enfin peut-être même pas Spearbit, mais Page of Audit Group ou ce type d'opportunité-là, où t'es pas avec un client direct, mais ça reste audit privé. En P3, les compétitions. Et avec ces 3 priorités en tête, c'est quoi tes plans pour les mois ou je dirais même les années à venir? Tu comptes faire ça combien de temps? Bah, alors, prochain objectif, c'est, Spearbit LSR, OK. lead security researcher. T'as une Heu, idée de comment y arriver? C'est quoi? C'est juste, j'enchaîne les audits et puis, il faut perf, faut quoi? performer, hein. Mais je pense que là, sur l'audit sur lequel je suis en ce moment, ça se passe pas trop mal, pour moi en tout C'est cas. du Solidity? C'est du Rust? C'est du Rust.
du reste? C'est du Et reste, ça se passe comment l'évaluation des perfs? C'est le LSR qui dit ouais bah Zicture il est super bon, il a fait ça et ça, ou c'est le client, c'est Harry qui squatte bah, les stand-up le matin là et qui voit si tu participes bien? Ça se passe comment? c'est une bonne question, je saurais même pas te répondre. En tout cas, ce que je vois, c'est que si je regarde mon nombre de critiques reportées sur cet audit, j'en ai pas mal, donc je me sens plutôt confiant, on va dire. Et qu'est-ce qui se passe si tu reportes? Parce qu'en fait, les reports, c'est que vous faites des issues sur GitHub, c'est ça? De mémoire. Ça a changé et en fait, Ah Cantina a OK, été créé aussi pour OK. remplacer cet ancien process de Spearbit et donc maintenant on utilise, Cantina pour les audits privés. Et du coup, vous voyez en live, j'imagine que tu submites des bugs, le LSR, submit le même. Est-ce que vous le savez ou c'est à la fin de l'audit que vous découvrez que vous avez submit le même? Non, on est vraiment plus dans de la collaboration pour le coup et là je peux voir ce qu'il soumet, il peut voir ce que je soumets du coup et on peut modifier aussi. Donc ça veut dire qu'il peut soumettre un bug et bah, je suis pas d'accord avec la sévérité ou alors, dans la description, il manque quelque chose, je peux directement aller le modifier et l'ajouter. OK. Donc ça Et ça, c'est parce que vraiment pas mal. je me disais, il y avait un truc par rapport à l'évaluation des perfs. Toi, évidemment, bah, tu veux passer à LSR. La meilleure personne, si on prend l'exemple concret, sur le dit sur lequel tu es actuellement, bah, c'est le LSR, pour juger ou non de tes performances et de ta capacité à passer à LSR. Mais en même temps, on peut se dire que le LSR est bien intentionné, mais la vérité, c'est que les LSR, c'est des rôles qui sont tellement bien payés qu'ils ont peut-être pas intérêt à avoir plus de compétition. Parce que s'ils font passer des SR en LSR, il y a un moment, ils auront peut-être moins d'opportunités d'audit. Euh, donc du coup, c'était le sens de ma question initiale, c'est comment est-ce qu'on évalue les perfs et est-ce que c'est vraiment que les LSR qui sont en charge de jauger ta performance et ta capacité à évoluer en tant qu'LSR? Hem, Bah, je viens de rentrer, je suis sur mon premier audit, donc je sais pas vraiment comment ça se passe, mais ce qui me paraît enfin mon intuition, elle est que si je soumets, 5 critiques en tant que SR, et 5 ailles, alors qu'à côté le LSR a soumis une critique et une aille ou 0, et que vraiment, je les ai trouvés tout seul. Pour le coup, je suis SR, mais j'ai tout trouvé tout seul. Le LSR a quasiment rien trouvé. Bon, bah, je pense Ok. que là, on peut pas faire plus Ça parle parlant de pour le soi, coup. ouais. Il peut y avoir On des on en moments où revient le SR encore. est un tout petit peu plus au-dessus que le LSR ou bon là, ça peut on peut commencer à se poser la question, mais s'il y a vraiment un gros écart pour le enfin mon intuition, c'est ça. Après, quand ça arrive une fois que le SR est plus performant que le LSR, je dirais que bon, bah, ça peut arriver. Mais Mais c'est sur la s'il durée, si réitère ça se... l'exploit sur, Ouais. 5, ou non 3 ou 4 audits, d'affilée, bon, bah, il est peut-être, prêt à passer LSR. Après je dis ça, je ne sais pas comment ça se passe vraiment, mais Ok. Non, mais on reste dans l'hypothèse, mais ça me ok, je paraît vois un très peu plus. logique que ça fonctionne comme ça. Du coup, objectif LSR. Et tu te donnes, enfin, tu espères, on va le formuler comme ça, ou même sinon tu te donnes combien de temps pour y arriver? T'aimerais être LSR d'ici quand? Bon, je pense que d'ici l la fin de l'année, ça La fin de peut l'année? être Ok. fait, et juste pour l'ego, le bug que je me suis fait refuser sur, Sherlock. Il y a un jour, je vais aller chase, heu, le statut de lead sur Sherlock, heu, sans Ah, essayer de trop participer à la phase d'escalation parce que j'aime pas trop ça, mais ça sera un double challenge pour le coup là, hein, parce que ouais, LSR, enfin LSW, évidemment que tu peux le faire, je pense assez facilement avec le nombre d'audits nécessaires. Par contre, sans participer à la phase escalation sur Sherlock, bah, en c'est te mettre un supervisant sacré rapidement, handicap, mais en quoi. essayant de pas trop y participer, quoi. Oui, c'est s tirer une balle dans le pied, Ouais, un peu. mais sinon, ouais, peut-être un troisième objectif, ça pourrait être d'aller sur iMunify, voir ce qui se passe, mais je sais pas, T'as jamais essayé encore le live Bug Bounty? bon, ouais, j'ai regardé quelques protocoles, mais je me suis jamais donné à fond dessus, quoi. Ça Donc te t'intéresse pas ou les contests t'intéressent plus? bah, je me suis disons que j'ai pas le temps de me poser la question, j'ai pas OK. le temps d'aller chercher autre chose. Vu que je suis sur Cantina et que je suis deuxième, bon, bah, pourquoi pas aller chercher la première place, ça c'est clair. Heu, Tu pas si loin, je crois, en plus. Attends, je vais checker. ah et pas si loin, Je sais plus, j'ai ça. Obront est très, très chaud et en un audit, il a fait plus que moi
oh, je sais pas combien, Ouais, une effectivement, quinzaine et d'années. il est très chaud, mais il est beaucoup moins actif aussi, donc Effectivement. la Oui, route est c'est ouverte. et je pense que ça a été un de mes points forts, c'est que j'ai été consistant. Je me suis bien donné sur, ouais, depuis janvier, en fait, voilà et je pense que le travail paye à la fin. Tu parlais tout à l'heure de faire des grosses journées, chacun a sa propre définition de ce qu'est une grosse journée. Ça ressemble à quoi pour toi en d'heures, En nombre d'heures, alors comme je le disais, en nombre d'heures où je suis vraiment focus, ça va être, un créneau d'1 heure et demie, 2 heures le matin et un créneau d'1 heure et demie, 2 heures l'après-midi en général, entre 15h30 et 17h, 17h30, là je peux être performant. après la digestion? Ouais, une fois que j'ai un petit peu digéré tout ça et après, le reste, les trous, ça c'est du travail mais, où je suis moins concentré pour le coup. Si je devais donner un nombre d'heures, 4 heures le matin, peut-être 5 heures l'après-midi, ouais, au entre 9 et 10 heures, je dirais, ouais et maintenant je fais du sport, le midi, comme ça me permet aussi un petit peu de couper ma journée. Avant, je le faisais plus tôt, mais en fait, Oui, je me c'est souviens, aussi tu que étais un lève tôt, sacrément tôt même. Tu y allais pas ouais, à 6 heures du mat, un truc comme ça à la salle? j'y allais, à 6h30, j'étais à la salle de À sport. 6h30. En fait, c'est parce que j'ai pris l'habitude quand j'étais, étudiant, j'avais pas le choix, on faisait souvent des 8h-18h à l'école, donc bah, il fallait y aller à 6h quoi, 6h du matin, donc Je ouais, sais que c'était c'est un marrant. truc que tu pousses beaucoup aussi le fait de se dépenser ou le sport en tout cas dans l'ensemble de tes perfs, sur le métier. Le fait d'être sportif et d'avoir une activité physique, c'est un truc que tu prêches pas mal? Je pense que, au-delà du sport, c'est d'être en bonne santé. Si, si vous êtes en bonne santé, vous aurez plus d'énergie. Plus d'énergie, vous pouvez mieux vous concentrer. Mieux vous concentrer, vous avez des meilleures performances. Le Ouais, le raisonnement est assez simple et en fait, bah, pour le coup, j'aime bien me renseigner sur ce côté santé et c'est des trucs tout simples, mais bien dormir, heu, se dépenser. J'ai donc je fais du sport, je vais plutôt en salle de musculation, mais à côté de ça, je marche pas mal aussi et en fait, ces moments où je marche me permettent aussi de réfléchir. Donc des fois, je marche, pas devant mon PC, mais je travaille quand même. J'ai quelques idées qui me viennent. «Ah, ça fonctionne comme ça», il y en a je sais qu'il y en a, c'est sous la douche qu'ils ont ces idées-là. Moi, c'est plutôt en marchant, en allant dehors, et en plus, là, c'est l'été, donc on en profite. Ça fait une bonne transition sur une question que je voulais te poser. Donc forcément, tu viens de nous détailler une partie de ta réponse, être en bonne santé physique et avoir une activité sportive. Mais je voulais te demander qu'est-ce qui, à ton avis, fait que tu es, si bon? On va le formuler comme ça parce que, avoir un process, c'est bien et c'est très différenciant. Enfin, tu sembles en tout cas être, assez différenciant sur ce point-là parce qu'il y a assez peu de personnes qui m'ont donné, comme tu peux le faire, toi, un process détaillé qu'ils suivent et qu'ils améliorent au fil des audits. Néanmoins, c'est peut-être pas la seule chose qui fait ta perf, parce que je pense qu'il y a pas mal d'autres personnes qui le font et il y a assez peu de personnes qui ont eu une ascension aussi exceptionnelle que la tienne de, novembre, décembre, quoi, à maintenant encore. Heu, donc ma question elle est là. À ton avis, qu'est-ce qui fait que tu es si bon et qu'est-ce qui fait que tu as eu des perfs aussi impressionnantes? On a dit la bonne santé, je pense que l'organisation, heu, je j'organise ma vie, on va dire, autour de mon travail. Hem, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. J'ai mes plages où vraiment je travaille et donc travail sans bruit, sans musique, vraiment je mets tout ce que je sais, qui améliore en fait ma qualité de travail. Hem, donc ça après vous pouvez écouter si vous voulez le Huberman Lab, podcast. Il donne pas mal de conseils sur, comment, améliorer, son travail. Enfin c'est sur la santé en général, mais il y a des épisodes spéciaux, sur comment améliorer son focus notamment. Hem Ouais, le focus. Après, je pense que mes compétences, que j'ai acquises dans la sécurité web 2, ça m'aide aussi. Mine de rien, l'école en cyber que j'ai faite, ça me permet d'avoir un mindset attaquant, même si c'est pas la chose qu'on a le plus développée à l'école. Heu et sinon, je pense que, ouais, c'est le travail. Quand vous êtes en forme, que vous travaillez beaucoup et que vous travaillez bien,
il y a pas de il y a pas de secret, ça va marcher. Et dans les autres actualités de tes derniers mois, donc tu l'as dit, tu as commencé ton parcours avec Rare Skill, en tant qu'étudiant, avant même d'avoir fait ta première compétition, je crois, ou pas loin. La boucle est bouclée parce que tu deviens maintenant prof chez Rare Skill, ce qui est ouf. Franchement, c'est vraiment une des plus belles boîtes, je trouve, dans l'éducation de notre industrie. Heu, Tu peux nous en dire un peu plus? Tu vas faire quoi là-bas? Comment ça s'est fait déjà de devenir prof chez Rare Skill? Et puis, comment ça va s'organiser, ton partenariat, ou je sais pas comment on peut formuler ça avec eux? Alors ça a déjà commencé, OK. ça a commencé depuis, la semaine dernière et j'ai donné mon deuxième cours, hier. Donc en fait, j'avais gardé contact avec, Jeffrey, Ouais, vu que c'était le mon fondateur. instructeur, donc le fondateur de Rare Skills. C'était mon instructeur, sur le bootcamp Solidity et en fait, quand j'ai rejoint le bootcamp Solidity, Rare Skills, c'était vraiment au début. Donc ils commençaient, c'était peut-être pas la première cohorte, mais vraiment ça faisait pas très longtemps qu'ils avaient commencé. Vous étiez Donc combien dans ta cohorte? alors au début on était 5 normalement, on s'est OK. retrouvés à 3. Ah oui, Ouais. c'est-à-dire qu'il y en a qui ont payé 8 000 balles et qui sont arrêtés en plein milieu? Je en fait, il y avait 2 cohortes en parallèle, donc peut-être qu'ils ont changé en fonction des time OK. zones, je sais pas. Mais on s'est retrouvés à 3. Heu, donc à 3, c'est vraiment cool parce que, pour le coup, il y avait un Allemand, Patrick, que je contacte encore régulièrement, on discute un petit peu. Patrick, celui qui fait les races? Non, 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 il est Ah, pas, dans la sécurité. Pour le coup, OK. il a créé son propre projet, Web3, dont j'ai plus le nom et un autre, Ben, qui était à San Francisco, il me semble, donc c'était assez tard pour ou assez tôt, je sais plus pour lui. Hem et qui m'a aussi, proposé un audit privé, donc ça, c'était cool. Donc Rare Skills, oui, pour en revenir, ils ont donc c'était vraiment à leur début et c'était mes débuts aussi. Donc on a grandi en parallèle, tout en gardant contact avec Jeffrey. Heu, donc c'était vraiment cool et puis, en vers le mois de mars, j'avais proposé de pourquoi pas faire un bootcamp Rust. C'était un petit oui, mais on verra C'est-à-dire un que petit tu peu. voulais proposer de lancer un bootcamp à part entière, Effectivement, sous ouais. le branding Rare Skill, et que tu étais le prof principal? Je sais pas trop comment ça Ouais. se passe, les bootcamps là-bas. OK, Effectivement, c'était ça. énorme. C'était, donc j'allais faire le contenu et tout ça, pour eux, heu et donc ça a été un petit oui et on bon, c'est resté en suspens. 3 mois après, du coup, Jeffrey m'a recontacté pour, heu, pour faire ce bootcamp, pour tester, donc pour faire vraiment un bootcamp de 3 semaines où faut qu'ils apprennent le Rust en 3 semaines. C'est pas le truc le plus C'est-à-dire que simple. tes étudiants, c'est quoi comme profil, à peu près? C'est, vraiment, je sors de rien du tout, ou c'est des devs web 2 classiques, Ça reste quand même des devs. D'accord. Ils ont une expérience de développeur. Et Et tu ça, leur apprends Rust appliqué à la au Web3, ou Rust tout court? principalement appliqué au Web3, ouais. OK, quand Donc, même. parce que Rare Skills reste, Web3, Oui, oui, je me disais mais bien. on voit les basiques de Rust pour, voir le reste. Et donc, ouais, il m'a recontacté 3 mois après et moi j'ai juste, je lui ai dit: «OK, mais il me faut un petit peu de temps» parce qu'à ce moment-là, j'étais pas mal chargé. Et donc, on a commencé notre première cohorte la semaine dernière et on en a une autre qui commence, mi-septembre. Et donc tu as créé tout le contenu, les slides et tout? Enfin, j'imagine que ça doit être un travail monstre. Hem, J'avais déjà les idées parce que alors je pense qu'apprendre le Rust, ça tient pas à grand chose quand on sait, heu heu, quand on connaît déjà un autre langage. Quand on connaît un langage, on a toutes les bases, on va dire, de l'informatique et après, donc en fait, ce bootcamp, il me permet juste de m'appliquer sur les choses qui sont différentes en Rust. Par exemple, bah, les résultes dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est assez nouveau comme concept. Les options aussi. Donc, une option, c'est, on te renvoie une valeur, mais dans cette valeur, il peut y avoir une autre valeur ou pas de valeur. Donc, OK. par exemple, en Solidity, quand vous allez, lire dans un mapping, ça renvoie toujours 0, par défaut. Ça, c'est la valeur 0 qui est de base. Bah, en Rust, si vous faites la même chose, ça va vous renvoyer none et juste vous dire, bah, il y a pas de valeur.
Hem, donc il y a d'autres petites choses comme ça et bon, bah, venant de la sécurité, forcément, j'ai mis des exercices de sécurité, dans ce bootcamp parce que la sécurité, c'est cool. Ouais, c'est pour ça que tu avais fait un petit CTF, sur Solana, je crois. C'est dans le cadre de ce bootcamp-là? Alors, j'en ai fait depuis, j'en ai créé un sur NIR, j'en ai créé un sur, hem, Soroban et j'en ai créé un sur une implémentation de nœuds en Rust. Tout est OK. dispo sur mon GitHub. Pas des exercices très compliqués honnêtement, mais ça permet de jouer avec Rust et d'écrire des petits POC, pour tester les issues. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais les CTF en règle générale, c'est quelque chose que tu as beaucoup fait, peu fait. Je sais qu'il y a 2 teams un peu dans les SR dans le Web3, tu en as qui sont fans de ça, tu en as cramé comme pas possible. Je sais que Zelig, par exemple, qui est un cabinet d'audit, de Web3, eux ne recrutent que des top performers en CTF pour devenir du coup SR, bah, Web3. Inversement, il y en a, bah, je prends Sergi parce que, je lui avais posé la question, il en fait quasiment jamais quoi, ça leur intéresse pas trop. Toi, tu en as fait pas mal? Non, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'en ai fait, Il y en avait pas alors, trop dans ton école dans le cadre de, je sais pas, de TP, si il y en avait, alors il y avait forcément des TP ou ouais, des fois ça pouvait être sous format de CTF, mais j'étais pas un grand mordu. Il y avait un club CTF dans l'école et j'y étais pas du tout. J'en ai fait un sur Courta, heu, donc les CTF de Courta, qui sont tu en as connectés à fait un en tant Web3. que participant Ouais, ou en en tant que tant qu'auteur? participant. Ah oui, OK. Parce que je sais qu'ils Heu, proposaient aussi en tant qu'auteur de ouais, effectivement, bah, en plus, coïncidence, j'ai retrouvé du coup le CTF Courta que j'avais fait et c'était Harry qui l'avait écrit. OK. Ah ouais, je me Je souviens, c'était avec tout un storytelling de ouf là, ah, c'était compliqué. ouais, ouais, moi je Mais clairement non, pareil, je suis c'est, pas un gars qui aime trop les CTF et d'ailleurs, en début d'année, c'est marrant parce que j'ai été approché par Alborn, donc une boîte, sécurité Web3. J'ai fait leur CTF pour être, Rust Security, Offensive Engineer et bah, ils m'ont pas pris. Bon, OK, j'étais un peu déçu sur le moment, ça fait mal à l'ego, surtout que je commençais à performer un petit peu, sur les plateformes et tout ça, mais c'était peut-être un coup du destin parce que du coup ouais, c'est ça. maintenant je Finalement, sais c'est pas si que mal quoi. ouais, c'est possible. Un mal pour un bien. Effectivement. Bah, écoute, on arrive à la fin. Je suis ravi d'absolument pas avoir tenu ma parole de faire des podcasts plus courts, parce qu'on ne fait pas 1h30 de podcast, mais j'avais beaucoup trop de questions à te poser. Hem, est-ce que tu as, je sais pas, un mot de la fin, un message à faire passer et ou surtout un conseil pour, ceux qui nous écouteraient, les auditeurs, que ce soit peut-être débutants ou intermédiaires? Il y a toujours le stade de je commence, qu'est-ce que je fais au début? Tu es passé par là, il y a 8 mois et le stade dans lequel tu es maintenant, c'est, je suis très bon et je veux passer, niveau LSR, quoi. Est-ce que tu aurais 2 types de conseils, ces 2 types de conseils-là à donner? OK. Alors, je pense que si vous commencez j'ai peut-être été imprécis sur quelque chose au départ. Je vous ai dit: «Faites votre première compétition et après, hem, améliorez-vous». En fait, j'ai loupé une étape avant, c'est construisez une première méthodo. Construisez une méthodo, elle sera pas parfaite, elle sera peut-être même, nulle, honnêtement, mais juste prenez le temps de vous poser et faut pas, avoir tout le temps la tête dans le guidon. Heu, Faut avoir des moments où juste, bon, ben, voilà, c'est le départ, je réfléchis, je vais où? Je vais avancer, je vais avoir la tête dans le guidon plus tard, mais pour l'instant, il faut que je définisse où je vais aller et comment je vais le faire. Donc le comment, c'est la méthodo. Faites une première méthodo. Honnêtement, la mienne, était pas glorieuse, hein et Superform peut le prouver. Donc cette première méthodo, après, vous allez juste, l'améliorer avec déjà ce qui vous plaît, ce que vous allez, apprendre, au fur et à mesure. Et vraiment, ouais, j'appuie sur le «ce qui vous plaît» parce que si ça vous plaît pas, vous allez pas le tenir et ça sert à rien. Et après, pour, les autres qui sont bons et qui veulent passer LSR, un conseil pour eux, bah, c'est un conseil pour moi, en fait. Ouais, c'est ça. Quels conseils tu donnerais aux électeurs de maintenant? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que, il y a des fois, j'ai peut-être tendance
à trop survoler les choses encore, mine de rien, même si j'arrive à trouver les endroits où ça va casser dans la code base, il y a des fois je sais que ça va casser, mais j'appuie pas assez. Je juste, il faut arrêter d'être, comment on dit ça? Trop facile. Faut pas être trop facile et se dire, «Oh bah si, ça ce code il marche» et hop et passer à autre chose. Non, non, heu, ce code il marche pour l'instant. Il faut trouver comment le casser et et voilà, ouais, ce serait vraiment mon conseil, prendre le temps des fois et arrêter d'être, la tête dans le guidon là encore, on y revient toujours, hein. OK et bah, capitalisons sur ces conseils et en tout cas, ce qu'on peut te souhaiter, c'est, LSR et LSW, d'ici la fin de l'année. LSW pour, Lead Senior Watson, juste pour le kiff, quoi, histoire de te venger de ton break qui a été refusé et puis, bah, je crois que tu fais un petit vol à New York, bientôt, je sais plus quand, pour aller à l'événement, organisé par Spearbit, Ouais, ouais, quand ouais, tu es là. j'avais besoin de cette singerie. Écoute, ça va être, franchement super sympa, j'avoue que si je pouvais, j'y serais allé mais ça va être super sympa. C'est pour, Uniswap, je crois, c'est ça? Pour C'est ça, le c'est pour la contest Uniswap, ouais. compétition Uniswap. Je sais Je pas, qui y aura, mais je doute pas que Cantina va organiser un truc vraiment sympa. Ouais, je pense que ça va être vraiment cool et j'espère avoir du temps pour participer à la compétition. Ce serait con de d'aller à l'événement et de pas participer, C'est mais vrai que c'est un retour que j'ai eu de 2 personnes qui sont parties à l'événement Euler à Berlin. C'est que, bah, en fait, ils ont absolument pas participé à la compétition, enfin, je crois que c'était Euler pour Berlin, ouais. Ils ont absolument pas participé à la compétition parce que, bah, du coup, tu es avec tout le monde, tu as envie de tchatcher, de networker, tu pas forcément envie d'être collé à ton code toute la journée, quoi, donc limite contre-productif pour Cantina, mais en tout cas, ça donne des événements qui sont vraiment sympas. Et puis, bah, je sais qu'on se retrouvera aussi à DSS et DevCon à Bangkok pour ceux qui y seront. heu, Vraiment, pas Defcon, j'ai pas ma à place, Bangkok en tout cas, en Europe. mais à moins qu'ils en vendent encore, peut-être que je pourrais Je crois qu'il y en a encore 20, ouais. OK, faudrait que je regarde. Merci encore Zicture et puis, bah, j'invite, les, Soliditors, et auditeurs qui, écouteraient ce podcast, à te contacter ou en tout cas, poster sur Discord s'ils ont des questions, pour faire suite à la discussion qu'on va avoir. Pas de souci, ce Ça sera te va? avec plaisir. Top. Bah, ciao. Ciao.